Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur e-marketing.fr et merci d'être avec nous pour ce webinaire consacré à l'expérience client et à l'utilisation du CRM, un webinaire que nous organisons en partenariat avec l'agence Synolia et pendant lequel nous allons revenir sur l'accompagnement du client de l'agence agriconomie.com et son utilisation de la solution Sugar CRM. En attendant que les derniers participants nous rejoignent, je rappelle à tout le monde que vous pouvez interagir avec nous au travers de la fenêtre de questions-réponses. On va essayer au fur et à mesure de répondre à vos interrogations et bien sûr une session questions-réponses sera dédiée en fin de webinaire voilà, pour apporter des éclaircissements à toutes vos questions. Je rappelle aussi que vous aurez accès demain midi dans votre boîte mail directement un lien qui renverra vers le replay. Donc, pas d'inquiétude, vous pourrez retrouver tous les contenus, tous nos échanges dès demain si vous avez manqué, si vous avez quelques problèmes. Je vais présenter nos intervenants. Donc, j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Delphine Schwartz, directrice commerciale de l'activité CRM chez notre partenaire Synolia, et son client David Aurin, Chief Marketing Officer et Chief Digital Officer chez agriconomie.com. On va revenir sur Agriconomie tout de suite avec vous, David. Vous allez nous présenter un petit peu quel est l'intérêt de ce site et à qui vous vous adressez. Mais voilà, pour vous rappeler que l'objet de ce webinaire est de revenir sur la façon de proposer une expérience client innovante et différenciante à ses clients et pour ce faire, choisir et utiliser au mieux un CRM. On commence tout de suite avec vous, David. Vous allez revenir sur Agriconomie. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous présenter la genèse du site et son objectif premier, donc, qui est de permettre aux agriculteurs de s'approvisionner en ligne en semences, en matériel, en pièces détachées. Je vous laisse la parole, David. Ok, merci Clément. Bonjour à tous. Clément, vous avez déjà presque tout dit. En fait, je suis content de voir cette photo aussi à l'écran parce que voilà, là on voit les trois cofondateurs d'Agriconomie. Donc ils ont ce petit côté un petit peu hipster, mais en réalité ils sont tous fils et petits-fils d'agriculteurs. Et voilà, et donc ils sont à l'origine de la création d'Agriconomie en 2014. Leur histoire fait que effectivement ils avaient déjà un pied dans ce monde de l'agriculture et surtout ils ont vu leurs parents et les soucis que pouvaient rencontrer aujourd'hui leurs parents et les agriculteurs en général en France mais partout en Europe, et ils ont eu cette envie effectivement de créer le premier site à l'époque en 2014 qui était entièrement dédié aux besoins des agriculteurs. C'est quelque chose qui était pas commun. Moi personnellement, je viens d'un autre monde. J'ai toujours été dans le digital. L'agriculture, c'était pas forcément mon secteur, mais j'ai découvert en rejoignant l'économie, effectivement un secteur dont je soupçonnais pas les difficultés. Ce qu'il faut savoir, c'est que le monde de l'agriculture était jusqu'alors dominé par un marché assez conservateur et assez opaque. Et pour être le plus clair possible, les prix étaient un petit peu à la tête du client. Donc le premier sujet qui a été traité par Agriconomie, c'était le parti de la transparence. Pour la première fois, un site internet était capable de donner un prix fini, rendu, compris, sans mauvaise surprise à l'agriculteur. Sur un produit particulier qui est l'engrais, sachant qu'à l'époque, on vendait pas d'engrais en ligne, ça n'existait pas. Il faut savoir qu'un agriculteur qui achète son engrais va l'acheter parfois plusieurs mois à l'avance. Le cours de l'engrais, enfin le prix de l'engrais va dépendre d'énormément de facteurs, et donc c'était toujours très compliqué pour un agriculteur de savoir combien il allait le payer, très clairement. Et là, pour la première fois, un site pouvait donner un prix fini sur lequel nous on s'engage pour une commande qui va être exécutée dans les mois qui suivent, parfois 6 mois, 8 mois, 9 mois plus tard. Voilà. Et donc, ça a permis de donner plus de sérénité dans la trésorerie des agriculteurs. Et c'était complètement nouveau à l'époque, et ça a été la base du succès de l'entreprise. C'est comme ça que ça a démarré. Et puis, progressivement, on a
complété notre offre, on a ajouté de plus en plus de gammes et on s'est élargi en proposant effectivement non seulement des engrais, mais de la semence, de la nutrition animale, des pièces détachées pour les machines. Et ça nous a permis de devenir le premier site global qui est capable de proposer une offre complète qui répond à tous les besoins des agriculteurs. Effectivement, avec une deuxième mission qu'on s'est fixée, qui était de faire gagner le maximum d'argent aux agriculteurs, en tout cas de leur faire économiser le maximum d'argent. Alors, il faut savoir que les agriculteurs, c'est une catégorie socio-professionnelle qui est particulièrement touchée par des éléments extérieurs, la crise, la météo, etc. Il faut savoir aussi que les agriculteurs en général, gagnent entre 600 € en moyenne par mois en France. Et nous, on a mis en place un modèle où un client moyen chez nous, un agriculteur qui commande régulièrement chez nous, peut faire jusqu'à 5 000 € d'économie par an. Donc 5 000 € d'économie pour quelqu'un qui parfois gagne 600-800 € par mois, c'est vraiment considérable. Voilà, c'est en résumé la mission et la genèse vraiment d'Agriconomie. Pourquoi on existe, c'est principalement pour ça. D'accord. Vous pouvez revenir peut-être sur le nombre d'internautes qui viennent consulter aussi le site. Il n'y a pas que des personnes qui sont intéressées par acheter directement. Vous êtes aussi devenu une référence en matière de fixation, en tout cas d'information sur les prix de ce que vous vendez. Oui, alors on considère en France, selon les instituts, on va considérer qu'il y a entre 250 000 et 400 000 agriculteurs en France. Alors, tout dépend de ce qu'on appelle un agriculteur. Aujourd'hui, quelqu'un qui a quelques chèvres, quelques poules peut être considéré comme un agriculteur. Nous, on va considérer que des agriculteurs qui ont vraiment une exploitation à part entière, on est autour de 250 000 agriculteurs en France. Et on génère pour notre part entre 300 et 400 000 visites par mois. Et effectivement, comme vous l'avez dit, à partir du moment où on a commencé à mettre des prix fixes sur Internet, et comme c'était tout nouveau, on est devenu aussi très rapidement une espèce de baromètre, c'est-à-dire que les agriculteurs, même sans être clients chez nous, viennent régulièrement consulter les prix parce que ça leur donne des indications sur effectivement le cours des marchés, etc. On sait aussi qu'on a beaucoup d'agriculteurs qui viennent chez nous comparer les prix et finalement négocier potentiellement avec leurs acteurs historiques. Ils viennent pas commander chez nous, mais ça nous va quand même. À partir du moment où ils nous utilisent et si ça leur permet effectivement d'obtenir des économies par ailleurs, on va dire qu'une partie de notre mission est remplie. Donc pour le coup, tout va bien. Alors vous l'avez évoqué, vous avez esquissé en tout cas un petit peu un secteur qui est en pleine mutation et vous le prouvez. On a l'image d'un secteur d'agriculteurs finalement qui sont assez peu digitalisés, mais votre essor, votre succès prouve le contraire. Néanmoins, il y a encore énormément de choses à faire, en tout cas vous qui vous impactent au quotidien. Est-ce que vous pouvez revenir voilà sur ces éléments, sur encore la part de l'humain, hein, ça reste encore un secteur essentiellement humain, et comment ça impacte votre activité au quotidien? Ouais. Alors, contrairement à ce qu'on pense, les agriculteurs sont ultra connectés. C'est-à-dire que c'est des personnes qui utilisent les outils digitaux depuis très très longtemps. Bon, ça va surprendre personne, mais le premier outil qu'ils utilisent, c'est l'outil météo. Oui. Pas la météo classique que nous on regarde en général pour savoir comment on va s'habiller, mais ils ont vraiment besoin de données météo pour savoir effectivement la vitesse du vent, l'hygrométrie, le pourcentage de pluie qui va potentiellement tomber, etc. Enfin, c'est des gens qui utilisent beaucoup ces outils. Ils étaient très tôt connectés également sur tous les outils qui leur permettent d'avoir accès à des données marchés. Parce que effectivement, les cours du blé, de l'orge, de toutes les céréales aujourd'hui sont des cours mondiaux. Donc, ils avaient besoin effectivement d'avoir accès très très tôt à toutes ces informations. En revanche, ils n'avaient pas une offre en ligne de conseil ou d'achat. Cette partie restait clairement à l'ancienne et ils avaient plutôt l'habitude de recevoir leur commercial qui venait les rencontrer sur la ferme. Et puis voilà, à force de discussion, qui leur faisait signer des bons de commande sans finalement vraiment savoir est-ce que j'achète au bon prix. Est-ce que
le bon de commande que je signe aujourd'hui, est-ce que finalement mon voisin qui est à 30 km de chez moi va payer le même prix? Je ne sais pas. Et donc, ça, c'était une offre qui ne disposait pas en fait en ligne et qu'on a pu, nous, leur proposer. Par contre, le souci effectivement qu'on rencontre encore, c'est finalement c'est la couverture réseau. On a encore en France, il faut le savoir, des déserts en termes de couverture réseau et on a quelques difficultés encore à avoir une connexion de bonne qualité dans certaines zones de France. Donc là, malheureusement, on peut pas faire grand-chose. C'est-à-dire que quelqu'un qui ne reçoit pas bien l'Internet, c'est sûr que ça va être compliqué d'être utilisateur ou client chez nous. Donc, on a encore un besoin d'avoir une bonne couverture réseau en France pour pouvoir donner à tous les agriculteurs la possibilité effectivement d'avoir accès à tous les outils en ligne. Et vous l'avez dit, donc résoudre ces problèmes de zone blanche, c'est un petit peu indépendant, vous, en tout cas, de votre activité, même si vous aimeriez bien que ça se développe. Vous avez donc offert une alternative à ces agriculteurs. Vous leur avez permis d'avoir des outils pour s'informer, pour gagner du temps finalement dans aussi la prévision de l'activité. Et vous l'avez mis en avant, tout se passe encore énormément dans la relation commerciale, en tout cas par l'humain, par le fait de connaître un commercial d'une marque, d'avoir des relations au long terme et assez régulières année après année. Ils se déplacent généralement dans les fermes. Vous, en tout cas, c'est pour répondre à ce besoin d'expérience client, à ce besoin de connexion avec les problématiques de chaque agriculteur que vous avez aussi eu besoin de vous équiper d'un CRM. Est-ce que vous pouvez expliquer quels étaient les enjeux autour de la sélection, de l'installation d'un CRM? Oui, bien sûr. Nous, on propose effectivement une expérience client qui est dématérialisée. On ne se déplace pas ou très très peu en ferme. On le fait qu'avec des très très gros clients ou quand vraiment il y a un besoin. Mais c'est vrai que nous, notre logique est de proposer une expérience dématérialisée. Pour autant, c'est vrai que les agriculteurs sont aussi une catégorie professionnelle qui aime bien rencontrer leurs interlocuteurs. Ils aiment bien savoir qui est en face d'eux. C'est pour ça que on a eu besoin quand même de mettre en place deux choses. La possibilité de parler le plus souvent possible avec nos agriculteurs. Et c'est pour ça que nous, chez Agriconomie, on a une équipe dédiée de commerciaux, experts dans tous les secteurs possibles, enfin toutes les composantes possibles de l'agriculture, qui sont disponibles tous les jours, 6 jours sur 7, pour pouvoir parler aux agriculteurs au téléphone. Mais pour le faire de la façon la plus correcte, effectivement, on a eu besoin à un moment donné de s'équiper d'un CRM parce que la base, effectivement, de la relation, surtout quand elle est dématérialisée, c'est de connaître au maximum la personne qu'on a en face de soi. Et il y a quelque chose qui est vraiment insupportable pour tout le monde, je pense, c'est de devoir répéter 10 000 fois la même chose. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de ne pas faire répéter notre client pour lui demander qu'est-ce qu'il cultive, dans quel endroit il se trouve, quels sont ses besoins. Toutes ces informations doivent être collectées, disponibles et lisibles au travers de notre outil CRM pour pouvoir effectivement préparer au mieux ces discussions, ces échanges qu'on peut avoir avec nos clients et nos prospects, que ça se fasse de façon dématérialisée par email, par SMS ou par téléphone. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus aussi sur les enjeux, en termes de rétention? On imagine, bon, on est dans un secteur B2B, bien sûr, donc on imagine que l'acquisition d'un nouveau client et ensuite sa fidélisation, c'est quelque chose qui est au cœur de votre métier. Ou c'est quoi à peu près le panier moyen, si on peut dire, pour un agriculteur chez agriconomie.com? Ouais, c'est vrai que nous, notre défi, c'est de convaincre un prospect de devenir client, c'est-à-dire de faire ce premier pas en ligne et de faire son premier achat en ligne. Euh, pour ça, on a besoin, enfin, on utilise toutes les méthodes et tous les leviers qui sont à notre disposition en termes de marketing, mais c'est vrai que on a besoin d'avoir aussi le plus souvent un échange avec eux qui nous permet vraiment de bien définir, de bien calibrer le besoin. Pourquoi? Pour pouvoir leur proposer ou en tout cas leur parler des sujets qui les intéressent. Et on est dans un secteur où il faut savoir qu'un agriculteur aujourd'hui, enfin un client moyen chez nous dépense entre 20 000 et 60 000 euros par an.
c'est un budget qui est conséquent. Faut savoir que pour faire tourner une exploitation agricole, le budget d'investissement d'un agriculteur est souvent colossal. Et pour autant, il n'en retire pas un bénéfice en termes de salaire qui est énorme. Mais par contre, ils ont énormément de dépenses. Donc c'est vrai que chez nous, un client régulier peut dépenser jusqu'à 50, 60, 80 000 euros par an. Donc, on a besoin effectivement de construire une relation dans la durée avec eux, et tout ça passe effectivement au travers de toute les connaissances et les informations qu'on a réussi à obtenir suite à tous nos échanges. Et tout ça, effectivement, doit être collecté et mis à disposition pour l'ensemble des équipes, pour justement ne pas avoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, besoin de faire répéter le client sur qu'est-ce que vous cultivez, monsieur? Quelles sont les céréales que vous cultivez? Une fois qu'on sait qu'il cultive du blé, on va arrêter de lui parler d'autre chose. On va se concentrer sur son besoin. Puisque nous, notre objectif, c'est de construire une offre qui soit adaptée et qui soit pérenne dans le temps. Donc, on est sur un marché aussi saisonnier. Un agriculteur, ça va semer à une certaine période de l'année. Ça va travailler sa terre à d'autres périodes de l'année. Ça va récolter encore à une autre période de l'année. Tout ça va être rythmé par des saisons, par des moments clés. Et donc, il est absolument hors de question de parler d'être hors sujet. C'est-à-dire qu'au moment où les agriculteurs récoltent, ils sont concentrés là-dessus. Leurs besoins potentiellement, au moment où je récolte, si je casse une pièce mécanique sur mon tracteur et que je suis bloqué, j'ai besoin d'avoir une pièce de rechange livrée en 24 heures. Ça, c'est le besoin de l'agriculteur quand il va être en pleine récolte. Au moment où il va semer, il va se poser d'autres questions. Donc nous, le but, c'est d'accompagner effectivement l'agriculteur au fur et à mesure de ces éléments saisonniers et de leur construire une offre qui va effectivement, au bout du compte, leur permettre d'arriver à cette économie potentielle dont on a parlé tout à l'heure, qui tourne autour de 5 000 euros par an. Bon, vous l'avez très bien rappelé, David, donc l'importance de suivre à chaque fois l'agriculteur dans les problématiques au jour le jour, en tout cas auxquelles il fait face, et puis surtout l'importance d'avoir face à soi l'impression d'avoir quelqu'un vraiment qui nous connaît, qui nous suit au quotidien, tout comme ça pourrait être un commercial qu'on voit régulièrement dans l'année. Là, quel que soit le commercial chez vous, il faut qu'il ait accès à ces informations dans le CRM. Bon, Delphine, je me tourne virtuellement vers vous, parce que c'est le moment où vous entrez en scène. Donc vous avez été approché par agriconomie.com pour accompagner le site sur le développement le choix et l'installation d'un CRM. Est-ce que vous pouvez revenir sur cette collaboration donc qui a conduit au choix et au développement de Sugar CRM? Oui, alors David nous a sollicité en 2016 avec l'objectif de mettre en œuvre en fait une plateforme CRM qui puisse justement accompagner la croissance de leur activité. Il faut savoir que chez Synolia, notre mission, c'est de libérer le potentiel de croissance de nos clients au travers d'une plateforme complète de solutions et de services. Donc, c'est dans ce sens-là qu'on a démarré les échanges avec David et avec Agriconomie. Et la première étape, ça a été de prendre en considération les enjeux justement et les objectifs d'Agriconomie pour pouvoir construire avec eux la plateforme qui derrière justement allait accompagner leur croissance. Et cette plateforme, du coup, comme je le disais, elle s'est définie en solutions, donc notamment Sugar CRM, et en services, en accompagnement également qu'on a autour proposé à Agriconomie dans le cadre de leur projet. Donc après quelques semaines, bien évidemment, d'échanges, d'ateliers, de démonstrations, de questions-réponses, on a du coup en effet identifié que Sugar était la solution qui allait pouvoir répondre en fait à l'ensemble des besoins d'Agriconomie, donc là purement en termes de fonctionnalité, mais qui allait aussi apporter aux collaborateurs d'Agriconomie l'ergonomie, l'intuitivité, l'évolutivité, mais aussi l'autonomie en fait qu'Agriconomie souhaitait. Parce que Agriconomie souhaitait vraiment être autonome sur leur application pour pouvoir la faire évoluer en même temps que leur activité potentiellement évoluait. On a aussi du coup défini ensemble avec Agriconomie l'accompagnement et la méthodologie d'implémentation de la plateforme et de Sugar. Comme je le disais, l'objectif d'Agriconomie, c'était d'être autonome sur la plateforme et donc du coup, il a fallu prendre en considération qu'un transfert de compétences
devait aussi se faire tout au long de l'implémentation de Sugar. Donc, du coup, on a démarré ensemble les paramétrages, on a mis en œuvre ces paramétrages ensemble, on les a conseillés sur la priorisation des fonctionnalités à mettre en œuvre, on les a également conseillés sur la définition de l'architecture globale du système d'information pour que Sugar puisse vraiment être intégré et être au cœur de leur système d'information. Et puis derrière, bien évidemment, on les a accompagnés sur une phase de formation, d'assistance au démarrage pour vraiment derrière que l'ensemble des collaborateurs soient rapidement en place et puissent rapidement utiliser du coup Sugar au quotidien. Et aujourd'hui, on continue potentiellement d'accompagner Agriconomie sur des demandes d'évolution ou sur d'autres réflexions autour du CRM ou autour d'autres sujets. Est-ce que vous pouvez revenir peut-être, vous parlez voilà, de déploiement, combien de temps à peu près ça a pris pour à partir du moment du début de votre collaboration jusqu'à ce que justement les équipes soient autonomes et capables d'utiliser Sugar CRM? Oui, alors on a fait le choix justement dans le cadre du déploiement pour Agriconomie d'avancer un petit peu de façon itérative justement pour faire en sorte que très rapidement un premier lot des premières fonctionnalités soit en place et puisse être rapidement utilisé par les collaborateurs. Donc ça, c'est la volonté en effet d'Agriconomie, c'était d'avancer rapidement sur cette mise en œuvre et de pouvoir avoir quelque chose en place très rapidement sous 3 mois. Et c'est justement le pari qui a été pris avec Agriconomie et qui a été mené avec succès. D'accord. Vous, peut-être, ce qui peut être intéressant pour revenir un petit peu, profiter de votre expérience. Vous avez énormément de clients qui ont, notamment dans ce secteur B2B, besoin d'un CRM et des problématiques particulières. Vous avez parlé là de fonctionnalités, en tout cas, qui étaient à privilégier pour Agriconomie. Peut-être ça peut être intéressant de faire un parallèle avec d'autres secteurs. Vous, en général, quels sont les besoins, les fonctionnalités les plus courantes, en tout cas, chez des acteurs B2B de votre expérience? Oui, alors c'est vrai que le B2B, nous aujourd'hui, on équipe essentiellement des entreprises dans le domaine du B2B. Il faut savoir que dans le B2B, on s'adresse à des professionnels et donc les clients sont moins nombreux, mais ont beaucoup plus de valeur. Contrairement au B2C, en B2B, il n'y a pas d'achat d'impulsion. L'achat, il vise à satisfaire vraiment un besoin qui est identifié de l'entreprise. Et ça répond à une nécessité de l'entreprise et non pas à une motivation personnelle d'une personne. Et ce processus d'achat en B2B, il est long, il va passer par différentes étapes. À certains moments, il y a d'autres interlocuteurs qui potentiellement vont rentrer en ligne de compte. Donc au final, il faut être vraiment en capacité de répondre aux demandes du prospect à chacune de ces étapes. Et c'est ce en quoi en fait aujourd'hui un CRM va vous servir, va servir les entreprises dans le domaine du B2B parce qu'il va permettre justement d'identifier ces différentes étapes, d'en récupérer les informations qui sont pertinentes et en fonction de ces informations, de pouvoir permettre à l'utilisateur du CRM et très souvent au commercial d'apporter les réponses à son prospect, peut-être même des fois avant même que le prospect ne pose la question. Donc, le CRM va vraiment venir appuyer le travail au quotidien du collaborateur dans un contexte B2B. En plus de cela, étant donné que le processus d'acquisition il est plus long en B2B, il est aussi hyper important de satisfaire le prospect, le client, enfin devenu client, et de le fidéliser pour pouvoir derrière le retenir. Donc la valeur client, c'est vraiment un élément qui est hyper important en B2B et par conséquent, l'expérience client qu'on va apporter à ses clients, elle est aussi hyper importante. Et donc, le CRM, il doit vous aider en ce sens-là. Il doit vous aider à la fois dans ce processus d'acquisition d'un nouveau client et il doit vous aider également derrière à le fidéliser et à le retenir. Donc, derrière, en termes de fonctionnalités, il faut avoir des fonctionnalités qui apportent de la valeur aux collaborateurs. Par exemple, sur de la qualification de leads, par exemple, un commercial, aujourd'hui les commerciaux reçoivent des leads, doivent derrière les qualifier. Très souvent, la qualification, la recherche sur Internet de données liées à l'entreprise, de données liées au contact par le biais des réseaux sociaux, très souvent, c'est un travail long, fastidieux pour les commerciaux.
Donc, c'est vrai que c'est bien de pouvoir s'appuyer sur son CRM qui va permettre potentiellement d'automatiser toute cette partie collecte d'informations sur un lead et qualification d'un lead. L'objectif du CRM, c'est vraiment d'apporter de la valeur aux collaborateurs qui l'utilisent au quotidien et faire en sorte qu'au final, toutes les tâches à faible valeur ajoutée, elles soient gommées en fait du quotidien d'un commercial ou du quotidien d'une personne qui gère le service client ou du quotidien d'une personne du marketing, pour vraiment que le commercial, le collaborateur puisse se concentrer en fait sur son métier principal, qui est potentiellement de vendre ou de faire des actions marketing ou des choses comme ça. Oui, et puis de coller du coup à la réalité du client. Ce que disait David, Oui. ça rebondit sur ce que disait. Donc le CRM est constitutif de cette expérience que un acteur, en tout cas B2B, va être capable d'amener à ses clients, de montrer qu'il le connaît, mais ça joue aussi énormément sur sa crédibilité. Et on voit qu'en B2B, c'est l'essentiel, c'est cette valeur vraiment perçue qui va aussi amener les clients à choisir un acteur plutôt qu'un autre. Vous l'avez évoqué, alors il y a énormément d'éléments constitutifs de cette relation, que ce soit donc la présence, par exemple, on a vu ces dernières années les thématiques de social selling, de content marketing, énormément se développer pour aller chercher des leads, les qualifier, le marketing automation. Donc il y a énormément de solutions possibles pour une entreprise qui en tout cas fait du marketing B2B. C'est très complexe du coup de s'y retrouver. Quelles sont un peu les étapes au moment de choisir un CRM, comment s'y retrouver, quelles questions se poser pour être sûr de faire en tout cas le meilleur choix possible? Oui, alors pour nous, il est important de choisir sa plateforme CRM sur la base déjà des spécificités, des attentes, des besoins et des objectifs de l'entreprise. Donc, dans un premier temps, la première étape pour nous, c'est de qualifier l'environnement de son entreprise pour pouvoir derrière formuler des enjeux, des objectifs et puis les finalités également attendues dans la mise en œuvre d'une plateforme CRM. Donc ça, c'est la première étape pour nous qui est essentielle. Ensuite, c'est aussi hyper important que cette vision-là qu'on a de la mise en œuvre d'une plateforme CRM, de ses enjeux, de ses objectifs, qu'au final, elle soit partagée et validée par tout le monde au sein de l'entreprise. Parce que pour nous, c'est un élément qui va favoriser l'adoption. Donc, il faut, dès le démarrage du projet, même de la réflexion, impliquer les collaborateurs et les futurs utilisateurs dans la réflexion et donc potentiellement créer une équipe projet qui soit représentative pour pouvoir justement valider tous les aspects liés à la mise en œuvre de la plateforme avec cette équipe projet. Donc ça, c'est le premier élément, c'est de partir de l'entreprise. Ensuite, le CRM dans un contexte B2B, comme on le disait tout à l'heure et David le disait également, on est dans une relation qui se doit beaucoup plus humaniser. Donc, il faut penser client. Donc, mettre en place et exploiter pleinement le CRM, ça implique vraiment d'adopter une démarche qui soit centrée client. Donc, au moment de la définition de vos besoins, le client, il va être mis en fait au centre du projet. Donc, on va parler de parcours client, on va identifier les étapes de ce parcours client, les points de contact. Et puis derrière, on va pouvoir peu à peu transformer tout ça en cas d'usage pour chercher en fait de quelle manière on peut intensifier du coup la personnalisation de la relation tout au long de ce parcours et derrière pouvoir décliner ça bien évidemment en fonctionnalités à mettre en œuvre dans la plateforme. Donc, il y a vraiment ces étapes-là. La première étape où on doit penser à l'entreprise et aux enjeux de l'entreprise et à la vision stratégique de l'entreprise. On doit impliquer l'ensemble des collaborateurs dès le départ et de cette définition en fait de cette vision. Et puis derrière, on doit avoir une vision centrée client pour penser client et derrière pouvoir décliner ça en fonctionnalité à mettre en œuvre dans le CRM, bien évidemment.
Je me retourne vers vous, David, dans ce que vient de dire Delphine, ces étapes qu'elle vient de présenter. Vous, voilà, comment est-ce que vous avez finalement suivi aussi ce processus, fait émerger un certain nombre de besoins qui étaient spécifiques à Aviconomie et dont vous nous avez un petit peu parlé tout à l'heure sur finalement un nombre de prospects potentiels qui était assez limité, le besoin aussi d'être assez réactif et d'être autonome. Qu'est-ce qui vous a, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui vous a conduit à sélectionner Sugar CRM? C'est vrai que alors nous, à l'origine, on est une start-up, on l'est toujours, même si on a un petit peu grossi. Mais comme souvent dans les start-up, on aime deux choses. On aime les projets qui vont vite. Il est hors de question de se lancer dans un projet qui va courir sur 1 an, 2 ans. Et je sais que j'ai des copains qui bossent dans d'autres secteurs, qui mettent en place des projets CRM, qui mettent effectivement 1 an, 2 ans à voir le jour. Nous, c'était pas du tout notre logique. Hein. On voulait quelque chose qui soit rapide. Après, on a aussi un défaut, c'est qu'on a plein d'idées. On a envie de faire plein de choses. Donc, le plus compliqué finalement, ça a été de se freiner et de se dire, bon, ok, je vais pas faire ma liste au Père Noël de tout ce que j'aimerais avoir. Je vais quand même regarder froidement et objectivement les choses dont j'aurais vraiment besoin. Et pour le reste, on verra plus tard, on pourra effectivement améliorer, optimiser la solution. Donc, on a quand même rationalisé notre travail à ce moment-là pour effectivement faire quelque chose qui soit réaliste, utile immédiatement et facilement partageable au sein de toute l'entreprise, puisque pour moi, l'enjeu également d'un CRM, c'est son adoption en interne. On peut avoir un CRM qui serait excellent. Si il n'est pas utilisé ou mal utilisé par les équipes, ça ne sert à rien. Nous, on a voulu que ça soit un outil qui soit au cœur de notre entreprise. Le site internet d'Agriconomie, c'est le visage, c'est vraiment ce que tout le monde voit de nous, mais le CRM, c'est le cœur vraiment de l'entreprise autour duquel gravitent toutes les équipes. Donc ça, c'est vrai que c'est des éléments qui ont été très très forts dans notre process de décision et qui ont dicté un petit peu la façon dont on a conduit le projet. Alors, je vois dans les questions, on nous demande de décrire de façon un peu plus spécifique l'utilisation, le choix d'un CRM dans le secteur qui est le vôtre, celui de l'agriculture. Et ça tombe très bien. Merci Lionel pour votre question, puisque nous allons revenir sur voilà, vous, la mise en place de l'outil, la façon dont vous avez mis en place aussi les équipes et les use cases que finalement vous permet d'adresser Sugar CRM. On va égrener un petit peu la liste, mais peut-être pour commencer, voilà, comment en interne vous avez qui a la main sur le CRM. Vous avez une spécificité, c'est de travailler notamment avec des agronomes qui viennent conseiller les commerciaux aussi dans le discours à adopter vis-à-vis des agriculteurs. Est-ce que vous pouvez voilà, nous détailler un petit peu comment vous avez mis en place les équipes autour de ce CRM? Ouais. Alors c'est vrai que c'est un outil qui va être utilisé par quasiment l'ensemble de l'entreprise, mais principalement on va avoir des technico-commerciaux qui sont plutôt effectivement à tendance agronome ou en tout cas qui ont une forte culture sur ces sujets. On va avoir les gens du marketing, les purs marketeurs comme moi, et puis on va avoir ce qu'on appelle chez nous les catégories managers, c'est-à-dire ceux qui sont en charge de déployer les produits et les gammes de produits. Donc là, on va vraiment avoir des experts par sujet. Donc déjà, l'outil doit être utilisé par un petit peu par des profils très très différents. Maintenant, pour répondre très concrètement à la question et aussi pour revenir à ce qui a été dit tout à l'heure par Delphine, on n'est pas dans de l'achat d'impulsion. En B2B, j'ai un besoin, je veux une réponse à ce besoin. Je n'ai pas de coup de cœur. Je n'achète pas un produit parce que tiens, aujourd'hui j'ai envie de dépenser un peu d'argent. Ça se passe pas comme ça. Donc je dois acheter un produit, pour ça je dois avoir le bon conseil, la bonne information, le produit doit être adapté à mon besoin et on doit l'acheter au bon moment. Enfin, le processus d'achat et de vente doit se faire au moment opportun. On a une douzaine de types d'agriculteurs possibles en France. En gros, hein. On va avoir par exemple des céréaliers. Les céréaliers, effectivement, bon ben voilà, ils vont cultiver du blé, de l'orge, du colza, du maïs. On va avoir des éleveurs. Les éleveurs vont pouvoir élever des bêtes et produire du lait. On va avoir des vignerons. Donc, on va avoir des gens qui travaillent la vigne, qui produisent du vin. On va avoir des maraîchers qui vont plutôt être effectivement dans les fruits et légumes. Enfin, voilà, plusieurs types d'agriculteurs.
nous, notre principe et vraiment l'essence même de notre CRM, c'est de savoir le plus tôt possible à qui on s'adresse. À partir du moment où je sais à qui je m'adresse, si c'est un céréalier, à ce moment-là, je n'ai besoin de connaître que 3 choses. Quel type de céréales il cultive et quelle est sa surface. À partir du moment, et sa localisation bien sûr, puisque je cultive du blé dans le nord ou dans le sud, je vais avoir des différences. À partir du moment où je connais ces 3 informations, j'ai des gens chez moi, des experts agronomes, qui vont être capables, à partir de ces informations, de construire une offre et de construire un besoin, puisque une fois qu'on sait qu'on a un agriculteur qui cultive du blé, on va pas lui parler de maïs, on va pas lui parler de colza, on va vraiment s'intéresser au cours du blé. S'il cultive du blé, on va savoir quel type de machine il utilise. Si on connaît sa surface, on connaît également d'autres informations sur ses besoins effectivement en moissonneuse, batteuse, etc., etc. Donc en fait, finalement, avec 3 informations, je suis capable de déterminer 2 choses, un profil de l'agriculteur que j'ai en face de moi et aussi une notion de potentiel. Est-ce que c'est un client qu'on peut amener jusqu'à telle ou telle hauteur? C'est quelqu'un à qui on va pouvoir construire une offre qui va effectivement lui permettre potentiellement de gagner, d'économiser 3 000 € par mois, 4 000 €, 6 000 €. En revanche, si j'ai affaire à quelqu'un qui fait de la vigne, je n'ai pas besoin de connaître les mêmes informations. Si j'ai un maraîcher, j'ai plutôt besoin de savoir, voilà, est-ce qu'il a des arbres, est-ce qu'il cultive sur terre, est-ce qu'il fait de la tomate, du concombre, etc. Donc, selon le type d'agriculteur que je vais avoir en face de moi, je vais avoir entre 2 et 3 questions auxquelles il faut qu'on essaie de répondre. Et ça, c'est notre job, effectivement, au marketing, c'est de faire entrer nos clients dans des espèces d'entonnoirs pour ensuite arrêter de leur demander des choses qui ne sont pas utiles et de se concentrer vraiment sur la proposition globale qu'on va pouvoir travailler avec eux. Encore une fois, dans la logique de se dire, on n'est pas là pour faire une vente, on n'est pas là pour convaincre un client d'acheter une fois chez nous, on est là pour le convaincre de devenir un client régulier et de construire avec nous une offre dans le temps. On va pouvoir répondre effectivement à tous ces besoins saisonniers entre je cultive, je dois semer, je dois travailler la terre, je récolte, etc., etc. Et donc, la plupart du temps, c'est vrai que la personne ne va pas me donner toutes les informations que j'aimerais avoir du premier coup. Ça arrive, ça c'est génial, quand ça arrive c'est bien, mais la plupart du temps, effectivement, on va avoir des petits bouts d'informations et nous, l'idée c'est qu'on prend ces informations, on les réunit au maximum et ensuite on va essayer d'aller chercher les 2-3 informations qui nous manquent. Après, on peut construire au fil des échanges qu'on aura ensuite dans la relation commerciale avec lui, on va pouvoir construire, on va aller plus loin et on va construire. Mais vraiment, le but, c'est tout de suite, le plus rapidement possible, savoir qui on a en face de nous et quelles sont les questions clés auxquelles on doit répondre pour pouvoir commencer à travailler une offre pertinente. Et en fait, c'est cette pertinence des échanges qu'on va avoir avec ce client dès les premières fois qui fera la différence et qui va peut-être le mettre soit en confiance ou soit qui va lui montrer qu'effectivement, on est des gens sérieux et qu'on n'est pas là pour leur vendre tout et n'importe quoi, on n'est pas là pour signer du bon de commande, on est là aussi pour les accompagner et essayer de construire une offre dans la durée. Alors toujours pour réagir aux questions qui nous sont posées, pour développer la question de base, finalement comment le CRM s'adapte aussi à votre secteur. Donc vous l'avez dit, il y a différents profils d'agriculteurs qui vont définir votre segmentation finalement au sein de votre CRM. Et ensuite vous allez aussi bien qualifier en fonction du cycle, ça ce que vous définissez avec vos agronomes. Vous savez exactement quand ça va être la saison, soit il va falloir acheter des semences, soit on va plutôt être sur les récoltes. Alors du coup vous savez définir les besoins des agriculteurs en fonction de l'année, de la périodicité dans l'année. C'est ce qu'on met aussi dans la carte, dans la slide, pardon, sur le besoin de cartographier finalement les problématiques. On sait que dans telle région, ce sera tel type de problématique en fonction de telle période de l'année. Vous, pour autant, vous allez, grâce au CRM aussi, au fur et à mesure de la relation, affiner et être dans cette logique, c'est ce que on met, cette logique d'entonnoir finalement, où vous allez au fur et à mesure de plus en plus connaître via l'historique aussi du client, quelles sont les problématiques spécifiques auxquelles ce client va être confronté. Donc c'est ça qui vous permet dans le temps d'apporter de plus en plus de richesse grâce à cet outil, grâce au CRM. Ouais, et puis on détermine aussi, on a des éléments dans notre CRM ce qu'on a nous appelé les intérêts principaux. Quand on parle d'intérêts principaux, ça nous permet
effectivement de noter dans le CRM quels sont les sujets d'intérêt de la personne qu'on a en face de nous. Et ça, c'est des choses qu'on va collecter au fur et à mesure. Et on a deux types de données en fait, deux types d'informations. On a les données déclaratives. Le client nous dit qu'il fait ça, c'est clair, il l'a dit, on peut l'inscrire. Et il y a les données plus, je dirais, comportementales. Je m'explique. Les agriculteurs ont des machines, des tracteurs, des moissonneuses, etc. Ces machines, c'est des marques. Comme on a des marques de voitures, il y a des marques de tracteurs, des marques de moissonneuses. Vous avez dans les voitures, vous avez des gens qui jurent que par Mercedes, qui jurent que par une marque. Là, c'est un peu pareil. Quand j'ai un tracteur d'une certaine marque, c'est absolument pas utile d'essayer de lui proposer des pièces pour un autre type de tracteur. Une fois qu'on connaît la marque du tracteur du client, on lui parle que de cette marque-là. Ça sert à rien de lui parler d'autre chose. Et ça, c'est de la donnée qui est rarement déclarative. On va pas demander à nos agriculteurs de nous dire, d'écrire leur parc matériel, etc. Mais on a des outils sur le site de filtres. Je vais voir les pièces de tracteur et j'ai des filtres par marque. Bon, à partir du moment où j'ai un client qui a consulté les pièces de telle marque, ces informations redescendent dans le CRM. On n'est pas dans de la donnée déclarative. Il m'a pas dit absolument qu'il avait cette marque de tracteur, mais j'ai vu qu'à plusieurs reprises, il avait utilisé les filtres de notre site sur cette marque. Je vais en déduire que son intérêt principal en termes de marque, c'est plutôt celle-là, celle-là ou celle-là. C'est plutôt, voilà, je ne vais pas citer de marque, mais une fois qu'on sait ça, on peut encore une fois réduire notre champ de propositions et vraiment essayer de coller aux besoins de l'agriculteur. Donc, toutes ces données, effectivement, elles sont collectées par tous les moyens qu'on a à notre disposition aujourd'hui, que ce soit du SMS, de l'email, mais aussi tout le flux qui vient de notre site. Et on a pris en compte ces données en se disant, celle-là, elle est intéressante, je la redescends dans le CRM. Celle-là, elle n'est pas utile, elle me donnera aucune information pertinente pour construire mon offre. Par contre, celle-là, elle m'intéresse, je la redescends. Et comme ça, on fait redescendre et on enrichit constamment et en temps réel notre CRM avec toutes ces informations. Et bien sûr, on les complète à chaque fois qu'on a un client ou un agriculteur au téléphone. On en profite pour lui poser les questions qui sont les plus importantes. Mais voilà, on mixe en fait avec ces deux types de données. Et effectivement, tout ça nous permet d'enrichir la connaissance de notre client. Et ensuite, effectivement, il y a des équipes au niveau marketing, mais aussi des équipes au niveau agronome qui, en fonction de ces éléments, sont capables de construire une proposition pertinente. Et puis enrichir au fur et à mesure. Bon, j'espère qu'on répond aux questions, en tout cas, que ça nous permet d'apporter des éléments de réponse aux questions. Mais c'est vrai que pour rebondir sur ce que vous disiez, on échange au fur et à mesure et on enrichit le CRM en préparation de ce webinaire. Vous nous racontiez aussi, bon, une exploitation agricole, c'est pas une entreprise classique, il n'y a pas forcément un organigramme, donc vos commerciaux sont capables d'identifier aussi qui est décisionnaire. Est-ce que ça va être le père, le fils, la conjointe qui est capable aussi, qui tient les comptes et qui du coup bien a en main les cordons de la bourse. Ça aussi, c'est des éléments, des informations que vous faites remonter dans le CRM. Oui, alors ça c'est typiquement le type d'information auquel on n'avait absolument pas pensé quand on a construit le CRM. Mais effectivement, c'est une information supplémentaire. Elle peut paraître marrante, mais en fait, elle a tout son intérêt. Et on a une notion de qui est le décideur dans la ferme. Qui est le décideur? Parce que en gros, qui signe les chèques? Et donc, on peut très bien avoir l'agriculteur qui, lui, est au champ, etc. Mais c'est sa femme, par exemple, qui est la décisionnaire finale et c'est elle qui fait les commandes. Nous, on ne connaît que son mari, parce que c'est son mari qui est venu consulter potentiellement notre site, mais en réalité, c'est elle la décisionnaire. Donc, on a créé effectivement une notion aussi de qui décide dans l'entreprise et pour les achats. Mais c'est quelque chose qu'effectivement qu'on a rajouté, c'est venu de l'expérience et des échanges qu'on a eus. Et voilà, c'était intéressant d'avoir aussi cette information. Mais tout ça, c'est vraiment des choses qui viennent avec l'expérience. C'est rarement possible d'imaginer tous les besoins dont on va avoir, enfin qu'on aura avant même de lancer le projet. Alors Delphine, je me tourne vers vous. Comment, vous peut-être pour revenir sur le choix de Sugar CRM aussi, pourquoi avoir vraiment sélectionné cette solution et peut-être aussi en parallèle répondre à quelques questions qui nous sont posées sur finalement quel est le périmètre
d'utilisation d'un CRM. Et aussi, j'avais une question sur finalement comment gérer l'évolution dans le temps, cette accumulation de data qui va avoir la main, comment affiner, comment optimiser quand on a affaire à de plus en plus de données. Je vous laisse peut-être répondre d'abord sur le choix de Sugar CRM aussi. Pourquoi avoir poussé cette solution? Oui, oui, oui. Alors, Sugar, c'est une plateforme intelligente de gestion de l'expérience client qui, en fait, comprend des fonctionnalités marketing, force de vente, service client. Donc, on est vraiment sur le périmètre global et large de ce qu'on appelle le CRM. Cette plateforme-là, elle est intelligente dans le sens où, et David le disait tout à l'heure, elle permet en fait d'agréger, d'unifier et puis d'enrichir toutes les données clients pour derrière pouvoir faciliter l'action et la prise de décision. Donc l'objectif vraiment, c'est de Sugar, c'est vraiment d'être une application qui permet de couvrir tous les besoins en termes de CRM, mais qui soit ouverte pour pouvoir justement venir collecter de la donnée de n'importe quel outil, pour pouvoir collecter cette donnée, la mettre au sein du CRM pour que derrière, les collaborateurs, les utilisateurs du CRM puissent rapidement avoir accès à cette information qui est pertinente et puissent rapidement s'en servir pour derrière mener des actions, prendre des décisions, etc. etc. La plateforme Sugar, elle intègre également une gestion des données no-touch, qui en fait, on en parle aujourd'hui de plus en plus, le no-touch. C'est un élément hyper pertinent dans le sens où ça permet d'automatiser tout ce qui est collecte de la donnée, mais aussi présentation et analyse de la donnée, pour pouvoir derrière permettre aux collaborateurs de perdre entre guillemets moins de temps à saisir des informations et derrière également à les analyser, ces informations-là. Donc en fait, l'objectif de la plateforme Sugar, c'est vraiment d'apporter à l'utilisateur directement en fait à son écran, de lui afficher directement à l'écran les actions qu'il doit mener parce que il y a dans le CRM telle et telle donnée qui ont été collectées et du coup le CRM analyse les éléments et lui dit il faut que tu mènes ça comme action. Et ça c'est c'est un élément aujourd'hui très différenciant de Sugar CRM sur le marché. C'est cette partie gestion des données no touch et facilitation de la prise de décision des collaborateurs. Après, à côté de ça, bien évidemment, Sugar, c'est une solution qui est intuitive, qui est flexible, qui est évolutive. Comme le disait David, vous allez définir votre projet CRM au démarrage, mais derrière, potentiellement, ce projet CRM, il va évoluer en fonction justement de l'évolution de votre stratégie, en fonction d'analyse que vous pourriez faire. Et donc, il est important de pouvoir vous appuyer sur une plateforme qui permette justement cette évolutivité et qui permette de rapidement rajouter des champs de qualification, faire des modifications, etc., pour pouvoir s'adapter toujours aux besoins de votre entreprise et à ses objectifs. Alors, merci beaucoup Delphine. J'espère que ça répond justement à la question qui était posée dans le module sur justement ce dynamisme, ce besoin de conseil aussi au fur et à mesure de l'utilisation du CRM, la recommandation, ce pouvoir de recommandation. Tout comme on a vu tout à l'heure les étapes dans le choix d'une solution, on va revenir plus en détail sur aussi comment dire le déploiement et l'utilisation au jour le jour de l'outil. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur quels conseils vous donneriez sur l'utilisation au quotidien pour que ce soit vraiment un succès, que ce soit optimal dans une entreprise? Oui, alors c'est vrai qu'une des clés de réussite d'un projet CRM, ça réside dans la qualité de la préparation en amont. On en a parlé tout à l'heure, le fait que un projet CRM doit répondre à des enjeux, à des objectifs d'une entreprise, ça en effet c'est toujours hyper important dans ce contexte-là, même quand on a choisi sa solution CRM et qu'on cherche à l'implémenter. Mais après, il y a d'autres éléments qui rentrent en ligne de compte et sur lesquels il faut en effet avoir un point d'attention. Le premier, c'est que il y a beaucoup d'études en fait qui ont montré que les principaux facteurs d'échec d'un projet CRM, ils étaient d'ordre humain. David en a parlé tout à l'heure. C'est vrai que l'objectif
Quand on met en place un CRM, c'est derrière qu'il soit adopté par les collaborateurs et que les collaborateurs l'utilisent au quotidien. Donc nous, aujourd'hui, de par notre expérience, pour pouvoir justement favoriser l'adoption de la solution, il est important de positionner, comme je disais, le CRM au cœur de la stratégie de l'entreprise, d'avoir la fameuse équipe représentative des métiers, mais aussi et surtout de ne pas lésiner en fait sur la formation et sur l'accompagnement au démarrage. C'est des éléments qui sont également hyper importants et dans le cadre de la préparation en amont, il faut avoir réfléchi sur cette partie-là, formation. Quelle est la formation que vous souhaitez donner aux utilisateurs, aux administrateurs de la solution? Quel est l'accompagnement au démarrage que vous souhaitez également donner aux utilisateurs de votre plateforme CRM? Voilà, pour nous, c'est vraiment des facteurs clés de succès de penser justement à ces éléments-là dès le démarrage. Ensuite, il y a un autre point d'attention qui est en effet la donnée. Les données clients, ça constitue le cœur du CRM. Donc, sans elles, le dialogue et puis la personnalisation de la relation, forcément, c'est pas possible. Donc, du coup, la réussite d'un projet CRM, ça réside aussi dans la préparation de la donnée en amont. Donc, ça veut dire quoi la préparation de la donnée? Ça veut dire faire un inventaire de la donnée, la collecter potentiellement si elle est disponible à différents endroits, et puis voir comment on la met à disposition, cette donnée-là. Donc ça, c'est des éléments qu'il faut en effet prendre en considération dès le départ, voir ce qui est disponible. Il faut potentiellement qualifier cette donnée-là, il faut potentiellement modifier les formats de données. Donc potentiellement, il faut retraiter en amont les fichiers, etc., avant de les intégrer au CRM. Donc c'est vrai que c'est un élément important qu'il faut, dans le cadre de la préparation en amont, d'ores et déjà aborder à ce moment-là. Alors, un des autres éléments, c'est, oui, le construire progressivement. Ça met l'accent sur le fait que l'implémentation que vous allez choisir pour mettre en œuvre votre plateforme CRM, c'est hyper important d'aller sur une implémentation progressive par itération, parce que ça permet d'aller plus vite déjà dans la mise en œuvre du CRM, mais ça permet également de plus rapidement faire rentrer en fait dans le projet les futurs utilisateurs. Et donc, à nouveau, ça permet vraiment de favoriser l'adoption. Quand on dit aux utilisateurs, quand on dit aux collaborateurs qu'on va leur mettre en place un projet, une solution CRM qui va les accompagner au quotidien, les aider au quotidien, si 12 mois après, si seulement 12 mois après la solution arrive, voilà, en termes d'adoption, en termes d'adhésion, vous partez déjà avec un sacré handicap. Donc, c'est hyper important, voilà, de construire progressivement ce CRM pour vraiment impliquer le plus rapidement possible les futurs utilisateurs. Et enfin, le faire vivre, ce CRM, il est nécessaire en fait de le faire vivre, le CRM, de l'adapter en fonction de l'évolution de vos besoins, en fonction de l'évolution de votre stratégie, en fonction du retour des utilisateurs clés. Donc, c'est vrai que c'est important que lorsque le CRM est en place, qu'on continue derrière potentiellement d'avoir des réunions en interne pour faire des points sur l'adoption du CRM et l'utilisation au quotidien des utilisateurs, qu'on fasse des points avec les utilisateurs finaux pour pouvoir potentiellement avoir des remontées du terrain et pouvoir adapter le CRM, la solution en fonction. Voilà. Aujourd'hui, un projet CRM, pour nous, il ne s'arrête pas au moment où vous allez le mettre en production. Pour nous, le projet CRM, il doit continuer à vivre, il doit continuer à s'adapter, à évoluer en fonction forcément de l'évolution de votre stratégie en termes de relations clients. D'où peut-être un mot sur l'intérêt d'être accompagné par une agence comme Synolia. Ça fait partie de ce process d'être à l'écoute du marché, de voir les capacités, les possibilités d'évolution. Vous, c'est vraiment le cœur de ce que vous faites aussi, Delphine. Oui, c'est ça. Nous, donc Synolia, on est expert du CRM notamment depuis maintenant plus de 15 ans. Et on accompagne du coup les entreprises dans la construction de leurs projets, mais aussi dans la mise en place de la plateforme et d'une plateforme qui soit en phase avec leurs objectifs, leurs enjeux, leurs contraintes, etc., etc. Donc nous, aujourd'hui, on est en capacité chez Synolia d'accompagner en fait sur tout un ensemble de sujets dans le cadre de la mise en œuvre d'une plateforme CRM,
déjà dès le démarrage, en fait, dès sa définition. Donc tout ce qui est cadrage stratégique, définition des besoins, définition des parcours clients. Aujourd'hui, on a des consultants qui sont en capacité d'accompagner d'ores et déjà sur ces sujets-là. Et derrière, bien évidemment, dans la mise en place de la plateforme. Et aujourd'hui, pour nous, le CRM, c'est une expertise. Et la définition et la mise en œuvre d'une plateforme qui va vous permettre de vous développer, de répondre à vos enjeux, ça suppose du coup cette expertise-là. Et aujourd'hui, beaucoup d'entreprises, et c'est bien évidemment normal, ne disposent pas en interne de cette expertise-là. Donc, c'est important pour ces entreprises-là de pouvoir s'appuyer justement sur des partenaires comme Synolia qui vont être là pour justement les accompagner en fait dans le cadre de leur projet CRM et vraiment les accompagner, leur proposer un accompagnement qui soit vraiment global et qui n'ait pas de fin en fait quelque part, parce que comme je le disais, le projet CRM n'a jamais de fin. Bon, un accompagnement qui est constitutif aussi, bien sûr, au-delà de ce CRM, du succès d'Agriconomie, qui répond vraiment à une problématique voilà, auquel font face de nombreux agriculteurs. En guise de conclusion et avant de laisser 1 ou 2 minutes pour répondre aux dernières questions, bien sûr, un mot sur le contexte très particulier de cette année 2020, où le besoin d'accompagnement a été renforcé, que ce soit donc par des agences comme la vôtre Synolia, mais aussi l'accompagnement auprès des agriculteurs chez vous à Agriconomie, parce que bon, voilà, il y a eu énormément de tensions sur notamment les approvisionnements, sur la logistique mondiale. Un mot peut-être pour conclure sur comment tout ceci a impacté votre activité, notamment votre utilisation du CRM. On a vu au-delà du B2B et de ce secteur agricole, aussi beaucoup d'entreprises qui ne savaient pas trop par quel bout prendre leur communication, quelle pression exercer sur les bases. Est-ce que voilà, vous pouvez revenir très rapidement tous les deux sur la façon dont cette année a impacté votre activité? Peut-être commencer avec vous, David. Oui. Ouais. J'étais juste en train de regarder la photo que je trouve extra parce que là, je vois l'équipe et je trouve qu'elle est assez représentative cette photo, même si elle date un tout petit peu. Mais voilà, ça c'est vraiment Agriconomie, quoi. C'est-à-dire que là, je crois qu'on a une quinzaine de nationalités différentes qui se côtoient. On a vraiment, ouais, voilà, Agriconomie, c'est un mariage vraiment très très réussi entre des gens qui viennent du secteur agricole et puis des gens qui viennent euh, du pur digital comme moi et c'est un mariage vraiment très réussi. Alors, pour répondre à la question, ouais, je pense on a de la chance d'avoir eu notre CRM prêt bien avant le confinement parce que nous, finalement, l'impact le plus lourd a été effectivement de partir chacun dans notre coin et de se retrouver à travailler chez nous, de plus être réunis tous ensemble alors qu'on a toujours été tous ensemble. Donc, travailler à distance avec le reste de l'équipe, effectivement, avec un CRM, c'est quand même une garantie de pouvoir avoir une vraie continuité. Sans ça, je ne sais pas trop comment ça aurait pu fonctionner. Pour le reste, c'est vrai que cette crise, elle n'a pas un impact majeur sur les agriculteurs, parce que pour le coup, l'agriculture est une activité de première nécessité. Les agriculteurs ne peuvent pas s'arrêter de travailler. Effectivement, tu as cité les petits problèmes d'appro qu'on a eu. On a eu des camions qui étaient bloqués à certaines frontières, qui n'arrivaient pas à passer les frontières. Ça, c'était plutôt pendant le premier confinement. Ça a été des problématiques effectivement plus logistiques. Nous, effectivement, notre vrai enjeu, ça a été de dire à tout le monde, OK, on a toujours travaillé tous ensemble, et là, pour la première fois, chacun va rentrer chez soi et on va continuer de travailler au mieux, le mieux possible, sans être ensemble. Donc, c'était une nouvelle gymnastique, une nouvelle façon de s'organiser. Mais effectivement, je pense qu'on était très, très content d'avoir un CRM très opérationnel et qui nous permettent d'assurer cette continuité et de pouvoir continuer effectivement de partager l'information, de partager toute la collecte qu'on avait au cœur de cet outil qui est vraiment central pour nous. Donc continuer aussi, voilà, vous l'avez dit, l'importance d'informer les agriculteurs sur les délais de livraison, en tout cas, voilà, de servir une expérience client qui soit même en temps de crise aussi excellente que ce que vous faites en temps normal. Un mot, Delphine, aussi sur cette problématique, ces problématiques spécifiques à 2020, on l'espère.
Oui, alors nous, on a observé deux réactions en fait. La première, ça a été un peu celle de la peur et on arrête tout, on stoppe tous les investissements prévus et puis la mise en place d'un CRM, c'est plus du tout prioritaire. Et puis la seconde réaction qui heureusement pour nous est arrivée quand même assez vite, ça a été pour les entreprises de se rendre compte que finalement la crise du Covid-19, ça aura fait que confirmer l'importance de l'expérience client qu'on va délivrer. Et donc, du coup, l'objectif des entreprises, ça a été très rapidement de se dire, bon, il faut que je puisse mettre dans les mains de mes collaborateurs une solution, une plateforme qui va pouvoir aider justement mes collaborateurs à délivrer cette meilleure expérience client. Et en parallèle, comme le disait David, les entreprises ont dû justement apprendre à s'adapter à de nouvelles conditions de travail. 2 mois de confinement, forcément, voilà, ça a un peu chamboulé certaines entreprises à ce niveau-là qui n'avaient pas forcément l'habitude du télétravail. Et donc, au final, c'est pour toutes ces raisons-là que la question de l'outillage des équipes, elle s'est donc tout naturellement à nouveau posée et par conséquent, le CRM. Et donc, les entreprises nous ont à nouveau sollicité dans le cadre de leur projet et ont remis leur projet CRM à l'ordre du jour. Très bien, merci beaucoup Delphine, merci David également pour votre temps et pour vos réponses, pour ces échanges. On va profiter de ce moment rapidement pour évoquer une question qui restait encore dans le module sur finalement quelle utilisation, pourquoi ne pas utiliser directement un ERP ou en tout cas quelle utilisation, quel lien avec l'ERP vous pouvez faire également. Alors, je ne sais pas si la question s'adresse à Synolia ou à Economy, mais qui veut y répondre? Est-ce que vous avez un ERP, David? Oui, nous, notre ERP, j'ai envie de dire, c'est nous, ce qu'on appelle ici notre back-office, c'est le site e-commerce. C'est là où transitent toutes les informations, les transactions, le trafic de nos visiteurs. Voilà. L'ERP, pour moi, a pas forcément la même utilisation. Je le vois plus comme effectivement là où on va effectivement faire transiter toutes les informations, mais où elles vont ensuite redescendre dans un outil capable de les compiler, de leur donner une espèce d'intelligence en tout cas, et de pouvoir avoir un outil qui soit beaucoup plus ergonomique, efficace. J'imagine que oui, il y a des entreprises qui doivent être capables de développer à la fois leur propre CRM et leur ERP. Moi, j'ai plutôt tendance à me dire les outils, chaque outil a plutôt une utilisation propre et des forces. Je pense que quand on essaye de réunir tout au même endroit, on fait parfois l'erreur de simplification quand on a des outils qui sont parfaitement adaptés à un besoin particulier. Voilà. Bon, nous, en tout cas, on a gardé l'idée d'avoir vraiment deux outils bien distincts. C'est l'ERP d'un côté qui est le front, vers lequel tout le trafic se concentre, et ensuite une espèce de filtre qui prend toutes les informations les plus importantes et qui les redescend, et uniquement ces informations-là, qui le redescend vers notre CRM pour là construire quelque chose de quali. Parfait, merci David. Peut-être une autre question sur les KPI. Quels sont vous, chez Economy, les principaux KPI que vous suivez dans le cadre de l'utilisation de ce CRM? On est des e-commerçants, donc les KPI principaux, c'est ceux que connaissent normalement tous les e-commerçants, donc le taux de transformation, panier moyen, etc. Après, plus précisément sur les CRM, on va avoir ce dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est cette notion de qualification des données prioritaires du contact. En gros, ce que je veux dire par là, c'est qu'à partir du moment où j'ai un céréalier en face de moi, encore une fois, j'ai besoin de connaître 3 informations. Mon KPI, j'aurai une connaissance client qui sera de l'ordre de 100% quand j'aurai répondu aux 3 questions principales qui me permettent de construire mon offre. Donc, on va avoir ce type de KPI, et ensuite, effectivement, on va avoir un KPI qui existe très très peu aujourd'hui, c'est celui que j'ai donné tout à l'heure, c'est le taux d'économie qu'on arrive à faire réaliser à un client, parce que notre promesse, c'est quand même de faire
une économie à la fin de l'année pour l'agriculteur. On essaye de quantifier, de calculer cette économie au fur et à mesure du temps pour à la fin se demander si on a effectivement réussi notre mission ou pas. Bon, ce qui est aussi constitutif, voilà, de l'expérience que vous offrez, de la promesse que vous offrez via agriconomie.com. On va s'arrêter là, on a un petit peu débordé, mais c'était très intéressant. Je vous remercie beaucoup à tous les deux, nos intervenants, donc Merci. David Aurin, Delphine Schwartz. Merci aussi aux internautes, bien sûr, qui ont suivi ce webinaire et qui ont posé de nombreuses questions. Je vous rappelle que vous retrouverez un lien vers le replay du webinaire dès demain dans un mail, dans votre boîte mail, qui vous sera envoyé. Je vous remercie beaucoup à tous et à toutes et à tous et je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt sur emarketing.fr. Au revoir.